Alors, l'arthrose est un sujet, il y a pas mal de flou, mais on arrive quand même à trouver un traitement. Alors, je ne sais pas si je l'avais dit, mais vous savez que le médecin, il ne guérit personne, hein. Le médecin, il fait des traitements pour permettre au malade de se trouver des dispositions optimales dans lesquelles il pourra se guérir lui-même. Ainsi, si le malade n'a pas ce genre de conditions optimales, quel que soit ce que vous allez lui donner comme traitement, ça va toujours finir par une issue fatale parce que vous ne pouvez rien faire. Donc, pour l'arthrose, d'abord, l'arthrose, ce qu'il faut dire pour l'arthrose, c'est c'est une pathologie qui n'en est pas une. Autrement dit, ce n'est pas une, c'est pas réellement une maladie. Ok. L'arthrose, c'est plus une dégénérescence et l'arthrose est due à l'âge. Et donc, c'est dû à la vieillesse. Et vieillesse qui peut être, excusez-moi, vieillesse qui peut être précoce. Donc, bien qu'il y ait certains confrères qui n'aiment pas quand je dis ça, l'arthrose n'est pas réellement une maladie. Et c'est quelque chose que le patient doit accepter. D'autant plus qu'en Haïti, on n'a pas tout ce qu'il faut pour donner un meilleur soulagement au patient. Et on ne peut pas mettre des prothèses totales. Bon, on commence, ça commence à venir, mais c'est pas encore le cas. Alors, on va faire on va se rappeler de certaines choses. Un petit rappel pour les articulations. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc, on distingue les articulations suivant leur degré de mobilité et suivant leur structure. Et donc, suivant leur degré de mobilité, nous avons des articulations qui sont fixes, semi-mobiles et mobiles. OK? Et ce ne sont que les deux derniers types, les articulations semi-mobiles et mobiles, qui peuvent développer l'arthrose. Et d'où on va avoir deux types d'arthrose. L'arthrose vertébrale, OK? Essentiellement cervicarthrose et la lobarthrose. Et l'arthrose des articulations mobiles, en particulier le genou et la hanche. Parce que l'arthrose se développe surtout sur les articulations portantes, bien qu'on a un phénomène qui s'apparente à l'arthrose au niveau de l'épaule. Oui, Raja, Oui, bonjour docteur. bonjour. S'il vous plaît, n'oubliez pas d'enregistrer le cours pour nous, s'il vous plaît, docteur. Oui, il est enregistré. Merci beaucoup. OK. Donc, nous avons l'épaule. Mais quand on verra en prochain cours, on verra l'épaule, mais c'est surtout l'épaule inflammatoire que l'on sait mettre. Certaines littératures savent mettre l'épaule inflammatoire dans l'arthrose, mais on verra, c'est pas exactement la même chose. Et puis, on a deux autres articulations qui le plus souvent sont atteintes par l'arthrose, ce sont les articulations portantes, c'est le genou et la hanche. Comme pour les infections osseuses, on avait vu que la symptomatologie différenciait quelque peu que nous avons une arthrite de la hanche ou une arthrite du genou. On aura la même chose pour l'arthrose de la hanche et l'arthrose du genou. Alors, l'étymologie même de la pathologie arthrose, le suffixe ose est mis
Chaque fois que vous avez une dégénérescence et qu'on pensait à cette époque-là qui n'avait rien à voir avec un processus inflammatoire. Ainsi, dans l'arthrite, vous avez un processus inflammatoire pur qui va nous donner des problèmes après. Et ce que dans l'arthrose, c'est plutôt une dégénérescence qui va finir par s'accompagner d'un processus inflammatoire, mais l'inflammation n'est pas le premier facteur de la première étiologie de l'arthrose. Donc, la définition de l'arthrose, c'est la destruction du cartilage articulaire. Comme vous pouvez le voir, c'est qu'au niveau de la colonne vertébrale et au niveau des articulations mobiles, que nous avons un cartilage qui peut se détruire. Suivant l'étiologie, nous avons deux grandes causes qui peuvent provoquer l'arthrose. Une utilisation excessive d'un cartilage sain. Ça arrive souvent dans les activités sportives intenses, ok, comme par exemple le basket, le volleyball et surtout le football. Et j'insiste pour le football parce que au moins dans le basket et dans le volleyball, le genou est utilisé pour sa fonction primaire. Et donc, c'est de courir, de sauter. Mais le football, ça détruit le genou parce que le genou n'est pas fait pour shooter dans un ballon, le genou n'est pas fait pour prendre des tacles, ok? Les stress que nous avons valgus et en varus ne sont pas bons pour le genou et c'est pour cela que nous avons toujours des atteintes du genou, le ligament patellaire qui se déchire, ce qui est arrivé avec Ronaldo, ou encore les ligaments croisés ou les entorses. Et utilisation excessive d'un cartilage aussi, c'est dû lorsque vous avez une surcharge pondérale. Le monde n'a trop gros. Ok? Alors, ça me dit, de préférence, le monde n'a trop gras. Ok? Parce qu'il y a une différence entre être gros et être gras. Être gros, c'est pas un problème. Par exemple, l'éléphant, l'hippopotame, le rhinocéros, ils sont gros. Ok? C'est pour ça que l'éléphant peut se mettre debout sur ses deux pattes de derrière et que le rhinocéros, je crois qu'il peut courir jusqu'à 30 km à l'heure. Bon, bien sûr. Parce que ces animaux-là supportent le poids. Donc, du moment que vous êtes gros et que vous supportez votre poids, ok, donc au café à peu près 15 à 20 push-ups, vous pouvez monter un escalier sans être essoufflé, ok, à ce moment-là, vous êtes gros. Ok. Donc, on parle de surcharge pondérale pour la personne qui n'a pas le poids qu'elle devrait avoir. L'étiologie qui va détruire un cartilage sain, c'est aussi le traumatisme, ok, fracture, fracture, luxation, tout et tout, ok, et naturellement l'âge. Et si vous voulez pas avoir d'arthrose, la seule chose qui vous reste, c'est de mourir jeune. Donc, l'arthrose, c'est justement la pathologie des personnes âgées. Dans la pratique médicale, j'ai beaucoup plus de personnes à traiter pour arthrose que de personnes à traiter pour un traumatisme. La deuxième cause, c'est une utilisation, cette fois-ci sans excès, mais d'un cartilage qui est de mauvaise qualité. Et ce sont les maladies qu'on appelle les maladies rhumatismales, les collagénoses, gouttes, polyarthrite, rhumatoïdes. Dans ces pathologies-là, vous avez le corps qui considère, alors, je fais un bref résumé, parce que ça a beaucoup plus rapport avec la rhumatologie. Donc, dans ces pathologies-là, le corps considère le cartilage comme étant un danger et les anticorps vont attaquer ce cartilage. Je rappelle que la définition primaire de l'arthrose, c'est bien la destruction du cartilage. Donc, il peut être détruit soit parce qu'on l'utilise trop, soit parce qu'il est de mauvaise qualité.
Nous allons commencer maintenant avec la gonarthrose et donc les articulations mobiles. Et de préférence, je parlerai de la gonarthrose. Pourquoi? Parce qu'en Haïti, chez les Noirs, pour une raison qu'on n'arrive pas à expliquer, c'est surtout le genou qui est attaqué. Et donc, j'ai rarement vu une coxarthrose, une arthrose d'une hanche, et je vois surtout des gonarthroses. De toute façon, en Haïti, c'est le même traitement. Parce qu'on ne met pas réellement de prothèses. J'étais en pleine négociation où on commence à mettre des prothèses à l'hôpital général, mais malheureusement, bon, tout le monde sait comment ça finit. Ça va être un petit peu bouillon parce que j'ai plusieurs présentations que j'ai mis ensemble pour faire cette présentation. Et il y a des travaux qui m'ont coûté tellement que je n'ai pas pu me résoudre à me défaire des slides. Donc, des fois, vous allez voir des petites redites, OK, bien que le plan n'est pas très bien suivi. Bon, d'ailleurs, il m'a donné le plan. OK, tout ça parce que, par exemple, là c'était une animation que j'ai créée pour expliquer comment arrive l'orthose. Nous avons les surfaces osseuses qui sont recouvertes d'un cartilage. Bon, je me suis trompé sur la couleur. J'aurais dû le mettre bleuté, bon, je l'ai mis un petit peu rose. Et pour continuer, nous avons une articulation synoviale, donc elle est entourée par une capsule articulaire que j'ai mis en jaune. Et cette capsule articulaire est doublée en dedans par la membrane synoviale, par la synoviale, qui va sécréter la synovie. Alors, je, je, aïe. Ainsi, j'oublie mes mots. Alors, la synovie, c'est quoi? Un rappel, voilà. Le terme, c'est rappel. Le rappel de la synovie, c'est une membrane une séreuse qui va sécréter un liquide, qui est le liquide synovial, ok, ou la synovie. Et ce liquide synovial aura pour fonction de nourrir le cartilage, parce qu'il n'y a pas de vaisseau sanguin, il n'y a pas de nerf au niveau du cartilage. Donc, le cartilage est nourri par osmose à travers sa synovie. OK? Et c'est pour cela que dans les, les infections osseuses que nous avons vues, lorsque le liquide synovial est de mauvaise qualité, ça provoque essentiellement la destruction du cartilage. Donc, nous avons notre liquide synovial qui va nourrir notre cartilage. Lorsqu'il y a l'arthrose, qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir une destruction du cartilage. Et dans le cas du genou, OK, il va y avoir une déviation. Bon, l'erreur que j'ai commise dans cette animation, OK, c'est d'avoir fait une déviation fémorale. Normalement, j'aurais plutôt dû faire une déviation tibiale, parce que comme vous savez, le déplacement se fait au niveau du bout distal et non pas au niveau du bout proximal. Mais ça m'a coûté tellement de temps à faire cette animation que j'ai jamais eu le courage de la rectifier. Et maintenant, vous allez avoir un pincement articulaire qui va être un signe radiologique de l'arthrose. Autrement dit, l'espace que nous avons entre les deux os va être réduit. En plus de ça, vous allez avoir, pour diminuer la pression sur l'articulation, l'os va essayer d'étendre sa surface avec production d'ostéophytes. OK? Et ces ostéophytes vont irriter la capsule articulaire qui va s'épaissir, OK? D'où le phénomène de raideur que l'on va retrouver dans l'articulation arthrosée. Et aussi, ça va irriter la membrane synoviale. Donc là, on va retrouver notre processus inflammatoire et cette membrane synoviale va sécréter du liquide et on aura ce qu'on appelle une arthrite, on va avoir une hydarthrose de l'articulation. Ainsi, ça explique pourquoi dans
le genou orthosique, on va trouver un épanchement, mais qui ne sera jamais autant que dans l'arthrite primale. La clinique, maintenant si vous avez révisé votre douleur, on va comprendre la clinique. Donc, premièrement, nous avons la clinique nociceptive que les physiothérapeutes appellent une douleur tissulaire. Donc, elle siège au niveau de la lésion. Donc, elle siège au niveau du genou. Le matin, la personne se réveille sans trop grande douleur, mais sans douleur. Et au fur et à mesure qu'elle a l'activité journalière, vous allez avoir la douleur qui va se déclencher. Donc, c'est une douleur nociceptive. OK? Mais cette douleur nociceptive, après 3 mois, va être compliquée par une douleur nociplastique, qu'on appelle encore une douleur cérébrale. Alors, je résume encore c'est quoi la douleur nociplastique. À partir de 3 mois, aux environs de 3 mois, mais que j'ai vu des patients pour qui le premier mois versus vers le deuxième mois, ça arrive. OK? Le cerveau perd sa capacité de bien interpréter les sensations qu'il a au niveau de la zone concernée et il va donner des illusions sensitives. Ainsi, la personne, le frétille après arriver sous genou, hein, la personne va avoir une douleur. C'est ce qu'on appelle une sensation de froid douloureux. La personne va sentir des charges électriques. Ça n'aurait la créole, ou si la crampe, ou ma cap fait zip zip. Elle va avoir des piqûres, une sensation de piqûre. Elle peut avoir aussi un prurite, une sensation, ça gratte. OK? Et tout ça, ce sont des signes de la douleur nociplastique et ça va donc influencer le traitement. Donc, au niveau du genou, nous allons avoir deux secteurs concernés. Les articulations fémoro-tibiales, il y en a une en latéral et une en médiale, et l'articulation fémoro-patellaire qu'on appelle encore le conflit fémoro-patellaire. Conflit fémoro-patellaire qu'on peut retrouver chez des personnes plus jeunes et que jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé d'explication parce que c'est pas réellement une arthrose. Et donc, quand on verra ce phénomène-là, on verra la symptomatologie qui s'y accompagne. Ainsi, au niveau de la radiographie, qu'est-ce qu'on va voir? À gauche, nous avons une radiographie normale. Donc, nous avons toujours un espace entre les deux bouts, les deux extrémités osseuses, et cette interligne articulaire est déterminée par le fait que la radiographie ne peut pas montrer réellement euh, le cartilage. Donc, on a toujours cet espace que les os ne sont pas collés. En fait, quand c'est pas un vide, c'est le cartilage. Lors de l'arthrose, vous allez donc avoir une destruction du cartilage et ainsi un amincissement de l'interligne articulaire, de l'espace interarticulaire. OK? Mais regardez la couleur maintenant de l'os. Elle devient blanche. Autrement dit, nous avons une opacité. Et c'est une opacité sous-chondrale. Pourquoi est-ce qu'on dit sous-chondrale? Parce que c'est l'os qui se trouve en dessous du cartilage, cartilage. Okay? Et vous allez donc avoir un pincement et une opacité sous-chondrale qui détermine justement l'arthrose avec production d'ostéophytes. Et cela va continuer jusqu'à l'accollement des surfaces osseuses, accollement que j'ai jamais vu moi-même de mon côté. Mais cet amincissement de l'espace va provoquer des déviations. La déviation se fait du côté du tibia. Donc, c'est une déviation en varus, tandis que là, on se fait du côté de la fibula, c'est une déviation en valgus.
ça signe et l'arthrose. Et la douleur se fait du côté du pincement. Donc, si vous avez une déviation en varus, vous allez avoir une douleur à la palpation au niveau du compartiment médial, tandis que c'est le compartiment latéral qui est atteint lors de la déviation en valgus. Nous avons aussi le conflit fémoro-patellaire qui est caractérisé par une symptomatologie. Okay? Nous avons une douleur au genou, okay, particulièrement sur la face antérieure. Okay? Une douleur lors de la pratique du sport, lorsque la personne se met à courir ou bien lorsque la personne monte les escaliers. Okay? Lorsqu'elle se met accroupie. Une sensation de craquement ou de crépitement en pliant le genou. Et on peut avoir une faiblesse dans le genou avec sensation du genou qui lâche. Mais je n'ai pas cette sensation de genou qui lâche, je n'ai pas vraiment retrouvé parmi mes patients, mais ça dépend. Je crois que les variantes de la symptomatologie tiennent plutôt de la façon que le patient a à s'exprimer. Et il y a une petite différence, Jean l'a dit, que bah, elle a fait mal et on peut prendre ça pour euh, une symptomatologie différente. Alors qu'en fin de compte, c'est tout simplement que le patient n'arrive pas, alors les patients n'arrivent pas à exprimer avec la même nomenclature, les mêmes mots, ce qu'ils ressentent. Mais le symptôme le plus important, c'est lorsque la personne monte ou descend, et surtout lorsqu'elle descend les escaliers, vous allez avoir une douleur. Et voilà la question que l'on se pose. À quoi est due la douleur de l'arthrose? Parce que le cartilage, il est, le cartilage, il n'est pas innervé, donc on ne peut pas avoir une douleur à cause du cartilage. OK? Et ça, c'est la question que l'on se pose. OK? En fin de compte, c'est l'os sous-chondral qui va se mettre à souffrir. OK? Et quelquefois aussi la membrane synoviale. Pourquoi il va souffrir? Parce que le cartilage, c'est comme un casque qui recouvre les épiphyses et qui les rend pratiquement insensibles au choc. Et le moun en piti, quand on dit moun volé, il a atterri, oh, ils ont des cartilages très épais. OK? Tandis que si vous avez la chance d'arriver à mon âge, vous allez sentir vos articulations. Ou ap descendre au escalier ou sentir ou ap descendre l'escalier. Parce que l'os sous-chondral n'est pas aussi bien protégé par votre couche de cartilage. Et cette arthrose, elle arrive d'autant plus vite que vous avez eu une activité sportive intense. Par exemple, tous ceux qui étaient des grands volleyeurs, grands footballeurs de ma génération, ce sont eux qui ont développé l'arthrose avant. Donc, il faut prendre avec des pincettes quand on dit que le sport, c'est la santé. Oui, mais trop de sport, c'est pas bon. Donc, on connaît, ça nous donne toujours le vieil adage que l'excès en tout nuit. Le traitement, OK? Nous avons le traitement médicamenteux et naturellement le traitement non médicamenteux. Le traitement médicamenteux, ça dépend de la douleur. OK? Si vous avez une douleur du début, donc une douleur nociceptive, à ce moment-là, ce sont on va se référer à, à l'évaluation de la douleur et on va donner des analgésiques, par exemple le paracétamol, des anti-inflammatoires, OK, comme l'ibuprofène, OK? Et comme des fois, c'est surtout valable pour le dos, ok? Et comme des fois, on peut avoir des spasmes musculaires, le relaxant musculaire marche bien, ok? Alors, de toute façon, les personnes que je vois,
Quand je fais le DN4, on se rappelle le questionnaire pour trouver si on a affaire à une douleur nociceptive, où on va retrouver les symptômes de la douleur nociceptive. Je répète, fourmillement, prurite, sensation de piqûre, de brûlure, décharge électrique, sensation de froid douloureux. Donc, pour ma douleur, je donne toujours un traitement pour traiter les deux douleurs, la douleur nociceptive et la douleur nociplastique. Et pour cela, j'utilise un cocktail à base d'anti-inflammatoires stéroïdiens. Donc, j'utilise le rhumatofil, ou bien il y en a d'autres. Bon, j'ai oublié les autres noms parce qu'avant, il y avait qu'un seul. OK? Pour diminuer le processus inflammatoire. Parce que si vous vous rappelez, et c'est très important, si vous vous rappelez vis-à-vis de la douleur, ok, l'inflammation va exciter les récepteurs et les transformer en nocicepteurs. Et dans ce cas-là, au niveau du genou, nous avons les récepteurs pour la sensation, la somesthésie profonde, la sensation profonde. OK? Ce sont ces récepteurs-là qui donnent au cerveau la position du genou. Et ça vous donne une douleur particulière. Donc, pour éviter, pour diminuer ce processus d'excitation, ce cercle vicieux d'excitation des récepteurs, donc je donne de la cortisone et pendant 7 jours à 12 régressifs, donc la dose maximale pendant 3 jours. Et après ça, je diminue de 2 jours en 2 jours. Donc, bon, je me connais si vous avez eu le temps d'aller en stage avec moi. Donc, ce qu'on préconise, c'était le protocole du service. Donc, on prescrit 15 comprimés de neurocure. Ah, faut me dire propriétaire neurocure, là. Faut me envoyer ça, hein. Je devrais envoyer cette vidéo. On ne sait jamais. Peut-être que ça pour un petit coup. Donc, le NeuroCure, je prescris 15 comprimés. Pendant les 3 premiers jours, la personne prend 3 comprimés par jour. OK? Ensuite, les 2 jours suivants, elle prend 2 comprimés et elle finit par 2 comprimés. Ça donne 15 comprimés. OK? Et comme c'est une douleur qui est nociplastique, je donne de la prégabaline. Dans ce cas, c'est... oh, mes amis. Je sais pas quel médicament que j'ai dit. J'ai l'impression que j'ai dit une bêtise. Donc, c'est pas le Neocure, c'est le rhumatofil. Voilà. Donc, je donne 15 comprimés de rhumatofil, 3 comprimés, 3 comprimés par jour pendant les 3 premiers jours, et 2 comprimés par jour pour les 2 jours qui suivent et un comprimé par jour. Donc, c'est le rhumatofil. Maintenant, je donne la prégabaline pour la douleur nociplastique. Et ça dépend de le degré de la douleur. Si nous avons une douleur forte, ok, j'ajoute je donne le Neurocure, un comprimé 2 fois par jour pendant 7 jours. Et comme la boîte contient 30 comprimés, le reste, c'est 23 comprimés. Non, ça fait 14 comprimés. Donc, le reste des comprimés, je donne par un comprimé par jour. Ok. Et je donne rendez-vous à la personne dans une semaine. Après une semaine, quand la personne revient, ça dépend. Alors, comme les choses deviennent chères, on me dit maintenant pour le retourner si il a de la douleur. Et je n'ai pas réussi de faire, bon, j'allais faire mes séries, mais j'ai pas eu le temps de le faire. Mais à peu près soit 50 à 60 patients, 50 à 60% des patients sont satisfaits et ne reviennent pas. Okay? Bon, j'estime que c'est parce qu'ils sont satisfaits qu'ils ne reviennent pas. Parmi les 40% qui reviennent, je recommence le même traitement. Ok. Et je leur donne rendez-vous aussi dans une semaine. Et je crois que je n'ai que 10% à revenir dans une semaine. Et maintenant, ces 10% là qui reviennent, je me résigne à faire une infiltration. J'ai des confrères qui préfèrent commencer d'emblée par l'infiltration. C'est aussi une bonne méthode.
Parce que quand vous donnez d'emblée l'infiltration, le patient, il sort de votre cabinet de consultation sans aucune douleur. Je n'aime pas, personnellement, je n'aime pas les gestes invasifs. Et c'est pour cela, parce qu'il y a toujours un risque de faire une infection, bien que ça ne m'est jamais arrivé, et je n'ai entendu aucun de mes confrères se plaindre d'une arthrite septique après une injection de cortisone intra-articulaire. Bon, voilà ce que je fais. Et naturellement, mais c'est surtout pour le dos, on peut avoir des spasmes musculaires, parce qu'au niveau du genou, on n'a pas réellement des muscles, ok? Sauf le muscle propriété, bon, mais je pense pas qu'il va donner de la douleur. Ok, surtout pour le dos, on donne des relaxants musculaires parce que les muscles du dos ont tendance à avoir des crampes, à se contracturer et ça augmente la douleur. Bon, ça, c'est le traitement médicamenteux du genou et tout bas et tout pour le dos. Ok? Ensuite, on peut utiliser des genouillères, ok? Parce que le traitement pour l'arthrose, c'est les analgésiques et le repos. Donc, quand vous donnez au patient une genouillère, pas forcément ça, ce type de genouillère-là, on l'utilise plutôt pour les fractures. Même des ouais, genouillères, ça est tellement belle, on me dit, bon, qui te mette. Mais c'est pas, c'est rarement que le patient est obligé de mettre ce type de genouillère. OK, ça c'est une genouillère en appui latéral. Le plus souvent, quand la personne une arthrose fémoro-patellaire, j'utilise des genouillères qui ont un trou antérieur côté au camité patella et ça tient la patella en position. OK? Mais si la personne est obèse, il faut qu'elle arrive à maigrir. Et comme elle a mal pour son arthrose, vous ne pouvez pas l'envoyer faire du sport. 2 minutes, je vous reviens. Ouais. Donc, vous pouvez pas l'envoyer faire du sport. Et en plus de ça, vous ne pouvez pas l'envoyer en physiothérapie. Parce que la physiothérapie, bien que les physiothérapeutes ne sont pas d'accord avec, il faut que la physiothérapie se fasse bien. Et c'est là tout le problème. Et comme il y a des écoles maintenant de physiothérapie, je pense que on va avoir on va avoir une amélioration des traitements physiothérapeutes. Parce que pour l'instant, je ne suis pas réellement satisfait de ce que les physiothérapeutes font à mes malades, ok, où ils ont de très grosses douleurs, mais certains ça marche, certains ça marche pas. Donc, ce qu'il faut faire dans ce cas, la personne est grosse, c'est lui demander de maigrir. Mais, maigrir, pardon, mais maigrir, ce n'est pas si facile que ça. C'est grossir qui est physiologique. Maigrir, ce n'est pas physiologique. Ainsi, si vous avez par exemple un animal et que vous lui donnez de la nourriture, que c'est chien, chat, cochon, salier, ok? Tout autant qu'il manger, la manger. Si gen trop manger, la faut camper sous manger, la déplacer, mais la retourner et la fait toute journée à la manger. Donc, grossir est physiologique. Maigrir, ce n'est pas physiologique. Donc, si vous voulez faire un patient maigrir, vous devez lui expliquer. Parce que ça va être compliqué pour lui de maigrir. D'autant plus que pour arriver à maigrir, il ne faut pas qu'il maigrisse trop rapidement, ok? Parce que ça va s'accompagner de sensations de faiblesse. Donc, le patient va d'abord apprendre pendant les 3 premiers mois, c'est à peu près ce qui se passe, à arrêter de grossir. Pour cela, premier bagage pour demander le fait,
OK? La première chose est d'acheter une balance. OK? Et vous avez deux types de balances. La balance mécanique qui dure toute la vie et malheureusement, vous avez les autres types de balances, les balances digitales avec affichage numérique que vous allez devoir utiliser si vous avez affaire à des patients qui sont illettrés. Il faut toujours se rappeler que, et surtout si vous êtes dans un milieu et pauvre, par exemple, si vous êtes dans un milieu public, que vous pouvez avoir des patients, OK, qui ne savent pas lire. Donc, l'affichage numérique est mieux. Parce que le brassicop, au moins, connaît ses chiffres. Donc, la première chose que la personne doit s'acheter, c'est une balance et elle doit contrôler son poids chaque matin. C'est lorsqu'elle contrôle son poids le matin qu'elle sait si la veille, elle n'a pas trop mangé. Parce que, au cas où certains auraient oublié, c'est quand on mange trop qu'on grossit. Et si on doit maigrir, on va devoir ne pas manger suffisamment. Et quand vous ne mangez pas suffisamment, cela s'accompagne de sensations de faim. Et si la personne se trouve dans un endroit qui est embêtant, gang, tiré, tout bagage ça, la faim nocturne est insupportable. OK? Donc, demander à la personne de maigrir, c'est lui demander d'avoir faim continuellement. Et c'est compliqué des fois. OK? Maintenant, la personne doit réduire les produits qui vont la faire grossir facilement. Et malheureusement, ce sont des produits qui ont très bon goût. Donc, faut mon n'a pas boire bière, faut pas manger bah, sucré, cola, coca, tout ça. Et c'est pas comme l'arthrose, c'est une dégénérescence, c'est dû à la vieillesse. C'est pas un régime qui va faire pendant 2 mois, 3 mois. C'est un régime à vie. Donc, quand vous prescrivez le régime au patient, vous devez lui fournir des moments, des jours où il n'aura pas à faire ce régime, parce que c'est à vie. Alors, vous lui dites que au début, son régime, donc pas de graisse, pas de sucre, OK? C'est du lundi au samedi. Le dimanche, pas de régime. Parce que sur les 365 jours qu'il y a dans une année, si le patient a entre 70, 65, 70 et même 80 jours où il ne fait pas de régime, OK, ça ne va pas casser son régime, mais, OK, ça va lui donner la force de continuer avec son régime jusqu'à ce qu'il arrive un moment où il peut jouer avec sa diète alimentaire. Parce que quand vous dites le dimanche, c'est l'école laguée, OK, ce qui arrive, c'est qu'il va grossir le dimanche. Mais comme il a acheté sa balance, OK, le lundi matin, le pral monter sous balance, il pral ouais que le point un peu livre et il va pouvoir développer la volonté suffisante pour que ce lundi-là, il réduise sa diète alimentaire pour reprendre le poids qu'il avait dimanche matin. Maigrir, c'est aussi difficile parce que paradoxalement, grâce à notre société d'hyperconsommation, la nourriture qui fait grossir se vend moins cher que la nourriture qui vous empêche de grossir. Ouais, ça. Si nous prenons, par exemple, si nous prenons boire un Coca-Cola Light, ou bien Diet, c'est pas la même chose. Le Light a quand même du sucre, tandis que le Diet n'a rien du tout. OK? Mais ça va vous coûter, il coûte plus cher que le Coca qui va vous rendre malade à cause de son taux excessif de sucre. La personne va devoir mettre dans sa diète alimentaire, elle va devoir, c'est ce qu'on appelle une diète alimentaire hypocalorique. Okay? Parce que quand vous avez moins de calories, je ne sais pas si vous vous rappelez la physiologie. Ok, moi, je suis en train de relire un livre de physiologie parce que maintenant vous avez d'extraordinaires livres de physiologie
Quand j'étais à la faculté, j'avais un livre rébarbatif qu'on appelait Le Gaëton. Bon, je ne sais pas s'ils se sont améliorés, avec des schémas en noir et blanc, et puis il y avait beaucoup d'écriture. C'était indigeste. Maintenant, vous avez le Mariette, qui est un très bon livre, que je préconise pour mes étudiants. Et si vous allez relire ça, vous allez pouvoir comprendre certaines pathologies parce que c'est avec la physiologie qu'on peut comprendre les pathologies. Ah, je vois que je n'ai que 36 participants. Est-ce que ça veut dire qu'au prochain coup, je ne vais pas envoyer l'enregistrement? Il va mal, non? Si je n'envoie pas l'enregistrement, pour voir combien de participants que j'aurai. Oui, voilà, alors, où est-ce qu'on était? Oui. Pour avoir une diète hypocalorique, ce qui va vous faire brûler vos graisses, parce que c'est pas le sport qui fait brûler les graisses. Pour que le sport arrive à brûler les graisses, vous devez le faire pendant à peu près, pendant plus qu'une demi-heure. Parce que pendant la première demi-heure, c'est plutôt votre taux de glycogène que vous allez brûler. Donc après une demi-heure de sport, vous commencez à brûler la graisse. Mais le sport, on oublie toujours ça, le sport, il augmente votre appétit. Et en fin de compte, quand vous allez manger, vous allez rattraper tout ce que vous avez perdu. Donc la diète hypocalorique, elle coûte plus cher. La personne va devoir manger beaucoup de légumes, carottes, feuilles, tout bagage ça, et ça coûte plus cher. La personne doit préconiser de préférence le riz haïtien qui n'est pas autant calorique que les fameux riz américains qu'on vous envoie qui sont tellement riches. Moi, quand je prends un riz américain, après avoir mangé, il faut que j'aille dormir. Je suis pratiquement en hyperglycémie. C'est que lorsque vous prenez du riz jaune qui vient de l'artibonite, ça vous tient. OK, sous pareil ça, vous devez prendre un riz hypocalorique, comme par exemple le riz jasmin. OK, c'est 160 calories, mais ça se vend beaucoup plus cher. Donc voilà tout le problème que nous avons lorsque vous demandez à quelqu'un de maigrir. Ça coûte cher, il va avoir faim. Donc pour ne pas avoir faim, qu'est-ce que la personne doit faire? Elle doit manger le soir des légumes. Alors j'avais oublié de la diète. Vous devez changer, vous devez apprendre au patient à changer sa diète. Tout ce que vous mangez le matin, vous allez brûler ça dans la journée. OK? Ce que vous mangez à 2 heures, il y a une partie que vous allez brûler. Et si en plus, peut-être, vous mangez le soir, les trois quarts de ce que vous mangez le soir se transforment en graisse. Donc, la personne doit bien manger le matin, OK? Un peu moins à partir de 2 heures, et le repas de 2 heures doit être le dernier repas. Ce qui impose que s'il a faim, faut le manger pareil. OK? La fontie, soupe, carotte, des choses qui n'ont pas beaucoup. Ça va remplir l'estomac. L'estomac étant plein, la sensation de faim va disparaître. Et le patient va pouvoir dormir aux environs de minuit, 1 heure du matin. Il aura faim, mais le corps va plutôt donner l'importance au sommeil réparateur. Et c'est le matin, en se réveillant, qu'il aura cette bonne faim qu'il peut utiliser, qu'il peut prendre pour manger. Bon, alors donc, vous voyez tout le temps que ça m'a pris pour vous expliquer comment le patient doit maigrir. Et c'est tout ce temps-là que vous devez prendre avec le patient pour lui expliquer. Parce que, je tiens encore à le dire, n'allez pas guérir le patient. Et le patient doit faire sien le traitement que vous lui proposez, OK, pour qu'il arrive à fonctionner. Donc, ça, c'est le traitement non médicamenteux, OK, et qui va vous permettre de vivre, de pouvoir bien communiquer avec vos patients, parce que si on se rappelle des fameuses compétences qu'on demande que les professeurs développent au niveau des étudiants de médecine, c'est je dois développer chez vous votre compétence à la communication. Et comme vous voulez le voir, cette compétence à la communication ne peut se faire qu'avec une bonne érudition. C'est une autre compétence. Vous devez être savant. Vous devez expliquer à la personne quand il mange, qu'est-ce qui se passe, quand il ne mange pas, ce qui se passe. Et en plus, OK, la compétence leadership, arriver à convaincre vos patients du bien fondé de ça.
et c'est pas toujours évident. Parmi le traitement non médicamenteux qu'on devrait avoir, encore, vous avez la canne. Ah, la canne, ah, la canne, la canne. Premièrement, elle doit être contralatérale. Autrement dit, si c'est le genou droit qui vous fait mal, vous tenez votre canne avec votre main gauche. Et la personne, elle va avancer le pied droit en même temps que la main gauche, OK, pour pouvoir supporter le poids. C'est pas recommandé d'avoir la canne du côté où ça fait mal. Mais la canne, c'est un gros problème. Si une personne se casse le pied et que vous lui préconisez une canne, il n'y a pas de problème. Parce que la canne, elle est provisoire. Mais quand c'est une personne âgée et que vous prescrivez la canne, ça veut dire que la canne chez une personne âgée, c'est la preuve qu'au grand monde. Et ça veut dire quoi? Tu es vieux, tu es fini. Et pour un homme, ça veut dire que il y a de fortes chances qu'on va être bonne. Donc, la canne, j'ai trouvé très peu de patients à vouloir prendre la canne. Pour les femmes, une femme de 60, 65 ans que vous proposez une canne, oh, c'est pas bon pour sa coquetterie. OK? Donc, ils ne prennent la canne que si vous avez de très fortes douleurs. Et le plus souvent, même s'il y a des risques de chute, ils ne veulent pas prendre de canne. J'ai ma tante qui a une arthrose au niveau des deux genoux. Elle s'est cassée la hanche. Pourquoi? Parce que elle a toujours refusé de prendre la canne. Pire, quand c'est devenu beaucoup plus grave, elle a refusé d'utiliser le walker. Donc, dites ça aux personnes. Vous n'utilisez pas de canne. Si l'arthrose fait beaucoup plus mal, c'est bien d'avoir un walker. OK? Donc, ce qu'on en français disent une marchette. OK? La personne pourra s'aider en marchant. OK? Parce que, surtout pour les filles, parce qu'à à l'âge de l'arthrose, ça correspond aussi à l'âge de l'ostéoporose, qui est la conséquence, euh, comment est-ce qu'on appelle ça encore? Lorsque la fille n'a plus ses règles. Hein? On se rappelle? Oui, dites-moi donc. Lorsque une femme âgée n'a plus ses règles, la ménopause, voilà. C'est la conséquence de la ménopause. Ok? Donc, la canne, c'est un très bon outil pour prévenir les douleurs de l'arthrose, mais c'est compliqué à porter ça. Donc, maintenant, on va parler de l'arthrose vertébrale. OK? Cervicarthrose et la deuxième qui est la lombardarthrose. Donc, je vais surtout parler de la lombardarthrose parce qu'elle est beaucoup plus commune, mais les signes sont à peu près, en respectant les correspondances, les signes sont à peu près les mêmes. Donc, petit rappel anatomique, comme on avait fait pour... non, on n'avait pas fait ça pour le jeu. Bon. La colonne vertébrale, elle a plusieurs secteurs, secteur cervical, dorsal, lombal, sacral et coxygène. OK? Et avec des courbures, OK? Courbure cervicale, courbure thoracique, courbure lombale et courbure sacrale. Et coxygène, on ne considère pas ça comme étant réellement une courbure. OK? À la naissance, le bébé n'a qu'une seule courbure qui va du cou au sacrum. Donc, une courbure ouais, j'ai oublié de donner le sens. Donc, la concavité, quand on dit concave, c'est un creux et convexe, c'est une bourse. Si je me trompe pas. C'est bien ça. Donc, à concavité dorsale pour les cervicales, à concavité antérieure pour la thoracique et dorsale pour le bas. Il n'y a qu'une seule grande courbure que nous avons lorsque l'enfant vient de naître, OK? Qui va être donc cervico-lombar. Maintenant, ce qui va se passer lorsque l'enfant va lever la tête, OK? Il va développer sa courbure cervicale, OK? Que l'on retrouve pratiquement aussi chez tous les animaux. Maintenant, la courbure dorsale reste ce qu'elle est, et vous allez avoir une courbure lombale,
OK? C'est ce qu'on appelle je crois que vous avez la lordose, vous allez avoir la lordose lombaire et la lordose cervicale. La lordose lombale, le patient va développer ça, OK, lorsqu'il va se mettre assis et se mettre debout. Cette, cette courbure lombale, on ne la retrouve que chez les êtres humains, même pas chez les chimpanzés, parce que les chimpanzés, les singes, ils restent difficilement, ils restent pas toujours debout. Le plus souvent, ils sont à quatre pattes parce qu'ils ont des membres supérieurs qui sont assez allongés. Et c'est ce qui vous donne la courbure, ce que les gens appellent la chute des hanches chez les filles, ok? Et lorsque cette lordose est très prononcée, ça fait que mon a des piquettes, ok? Alors ajouter avec des grosses fesses, on appelle ça une croupe calipige, ok? Que mesdames voulaient développer en faisant du sport, ce qui est complètement stupide. Hein? Le sport, ça fait pas grossir les fesses. Parce que le sport, ça vous fait brûler la graisse. OK? Et le muscle, arrivé à un certain moment, le muscle ne peut plus grossir. Et si vous voulez secouer vos fesses, c'est la graisse qui est sur les fesses qui va secouer. Parce que en essayant de secouer vos fesses, vous allez contracter vos muscles fessiers et un muscle contracté ne secoue pas. Donc, ne pas oublier, mesdames, que les grosses fesses, c'est le premier signe d'obésité. OK? Donc, vous avez ces courbures et c'est au niveau de ces deux courbures, la lordose cervicale et la lordose lombale, que on va développer justement les arthroses. Ces deux courbures, on les appelle des courbures secondaires. Donc, la syphose thoracique est une courbure primaire. La lordose cervicale et la lordose lombale, ce sont des courbures secondaires. Il y avait quelqu'un qui avait une question? Bon, c'est passé de 33 participants à 32 participants. Votre promotion a combien d'étudiants? Donc, vous avez le nombre de vertèbres, je n'insiste pas. 7 cervicales, 12 thoraciques, 5 lombales, 5 sacrés avec notre petit coccyx qui représente le reliquat de notre queue parce qu'il fut un temps, on avait une queue. J'insiste pas pour les vertèbres. Nous avons le corps vertébral et en arrière l'arbre vertébral qui contient plusieurs parties qui sont séparées par la fameuse colonne des articulaires qui va être justement l'une des causes de la douleur nociceptive que nous allons avoir au niveau de la colonne vertébrale. Et donc, reliant la colonne des articulaires au corps, vous avez les pédicules et en arrière, vous avez les lames qui se réunissent pour former donc de part et d'autre les processus transverses et les lames se réunissent pour former le processus épineux. Okay? Et au niveau des pédicules, on va avoir une petite encoche qu'on appelle le foramen de conjugaison dans lequel va sortir le nerf rachidien. Alors j'insiste que le nerf rachidien, c'est cette toute petite partie en sortant de la colonne vertébrale, on n'a plus de nerf rachidien parce qu'il va se diviser en deux branches, une branche postérieure beaucoup plus fine que la branche antérieure qui va s'occuper de l'irrigation de toute la partie antérieure du corps. Donc, en fin de compte, quand on parle des nerfs rachidiens, quand on dit que on parle de C1, C2, C3, T1, en fin de compte, on ne parle pas du nerf. C'est pas la première cervicale, c'est pas la première thoracique, c'est la branche antérieure de la première cervicale, la branche antérieure de la première thoracique. On va continuer de songer ça. OK? Donc, nous avons les différentes parties. Comme j'ai dit, je n'ai pas voulu retirer les animations parce que, tu sais, on fait ça, ça m'a pris tellement de temps que je me dis que je ne vais pas vous jeter. Donc, ce qui nous intéresse maintenant, ce sont les articulations entre les vertèbres et qui, dont certaines vont être sujettes à nous donner des douleurs. Donc, nous avons en avant, nous avons une articulation, et, une articulation semi-mobile.
vous avez le disque articulaire, le disque intervertébral. OK? Ce disque intervertébral, vous avez une partie périphérique qui est la no, et à l'intérieur, vous avez le noyau. OK? Tandis que à l'arrière, vous avez aussi une autre, parce qu'on parle du trépied au niveau des vertèbres, c'est trois articulations, une centrale qui est intervertébrale entre les corps vertébraux et deux latéraux, OK? Et qui sont au niveau de la colonne des articulaires. Et à l'arrière, là, vous avez une articulation synoviale qui peut développer l'arthrose comme un genou. L'orifice qui est ici, vous allez avoir le foramen de conjugaison dans lequel va sortir le nerf rachidien. OK? Et on verra les rapports entre ce nerf-là et les deux articulations, ce que ça va nous donner dans la symptomatologie de l'arthrose. OK? Donc, la clinique, le médecin syndrome, c'est la douleur cervicalgique, qu'on appelle si c'est le cou, lombalgie, si on appelle si c'est le dos. Je me souviens, il y a un malade, j'avais dit qu'il m'a dit qu'il avait mal au dos. J'ai dit, OK, je vais un traitement de dos. Et puis, il m'a dit qu'il va voir un de mes confrères parce que mon confrère lui a dit ce qu'il avait comme problème. Moi, j'ai dit que c'était un début d'arthrose et tout. Non, non, mon confrère lui a dit qu'il avait une lombalgie. Donc, bien content, mais Saint, tu fais mal, il me dit qu'il a une lombalgie. Je pense que c'était le nom de sa pathologie. Donc, le maître symptôme, c'est la douleur et on peut avoir une douleur nociceptive. Vous avez le tout pour le dos. Une douleur nociceptive, donc on a bien ceinture fait mal, ok? On peut avoir une névralgie, donc la personne va avoir des douleurs sur le territoire de trajet du nerf, et la douleur devient chronique, vous allez avoir des douleurs nociceptives. Donc, c'est le problème de la symptomatologie arthrosique au niveau de la colonne vertébrale, c'est que c'est un plat complet. OK? Vous avez tout en même temps. OK? Donc, c'est ce qu'on a dit. J'ai anticipé sur ça. Donc, les douleurs nociceptives vont être responsables de ce qu'on appelle l'entorse vertébrale. C'est leur fond, ça relève au faux mouvement. Moi, je me comprends, c'est faux mouvement, puisqu'en fait, on a quand même fait un mouvement. Donc, il faut pas dire, il faut dire un mauvais mouvement. Et au niveau, on se rappelle, en postérieur, au niveau de la colonne articulaire, vous avez une articulation synoviale. Donc, on peut faire des orthoses vertébrales. On peut avoir un phénomène d'accrochage qu'on appelle le lumbago. Si le monde fait un mouvement, oh, et puis le bac il y a un problème pour le remonter. OK? On va avoir les névralgies. OK? Sciatique. Fourmillement, et au niveau des doigts, vous allez avoir fourmillement au niveau des doigts. OK? Vous avez la compression, vous pouvez l'avoir aussi pour le nerf sciatique. Et naturellement, les douleurs nociplastiques que l'on retrouve dans la chronicité. Donc, douleur nociceptive, vous avez, j'adore cette théorie, je sais pas trouver un truc qui va à l'encontre. Vous avez le vieillissement du disque intervertébral, ok, et qui va se diminuer qui va se traduire par une diminution de la hauteur du disque, avec un dessèchement du noyau liquide. Et ce vieillissement va entraîner une perte de la souplesse de la colonne vertébrale, un risque plus élevé de lombalgie, OK, avec les apophyses de deux vertèbres successives étant plus proches, elle risque lors de sollicitations importantes de s'accrocher ou de se bloquer. C'est ce que je vais parler, le fameux lumbago. OK? Donc, la vieillesse du disque intervertébral, OK, qui va aussi être détruit, mais que c'est une arthrose, ça nous donne l'apparition de ces douleurs. OK? Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez au tout. Et avec la destruction du cartilage, vous allez avoir un tassement. Et ce tassement va entraîner du côté des articulaires le problème d'entorse vertébrale et de lumbago. OK? Maintenant, les névralgies.
Donc, on se rappelle, névralgie, c'est sur le trajet et le territoire du nerf. OK? Euh, donc, on va voir les névralgies, mais malheureusement, comme je vous l'ai dit, ça va être un petit peu bouillon. J'ai pas remis cette diapositive-là dans leur place. C'est pour vous montrer que lorsque la personne a mal au dos, c'est pas seulement les mouvements au niveau du dos qui vont provoquer ça. Vous fatiguez votre dos aussi lorsque vous tenez des charges à bout de bras. Parce que si vous vous rappelez l'anatomie 3D que je vous avais demandé d'aller regarder avec les muscles qui étaient fixateurs, OK, et tout, les muscles du dos, ils ne peuvent supporter, les muscles du bras, par exemple, de l'épaule et du bras, ils ne peuvent supporter de charge que s'ils sont fixés sur la cage thoracique par le fameux muscle grand dorsal, ok, qui est une petite, au niveau d'une petite facette, va plaquer, ok, et ce muscle grand dorsal, il s'attache sur le dos, au niveau de la colonne lombaire, ok. Donc, porter des choses à bout de bras, ça fatigue son dos, ok. C'est ce qu'on montre sur ce schéma-là. On revient après, désolé, parce qu'il faudrait que... C'est chaque fois que je fais le coup, je me dis, ah, ces diapositives sont mal placées, et puis j'oublie de replacer au bien. Donc, la compression va nous donner aussi, alors le tassement va nous donner aussi une compression, une fermeture du foramen de conjugaison qui va comprimer le nerf rachidien et vous donner la lombalgie, et vous donner, pardon, la sciatalgie. C'est-à-dire, non, le bon terme, c'est la névralgie, voilà. On va donner la névralgie au niveau des membres supérieurs comme au niveau des membres inférieurs. OK? On peut avoir encore cette compression parce que les articulaires sont des articulations synoviales et on peut avoir des ostéophytes. Dernière cause qu'on peut avoir, c'est justement la fameuse hernie discale. OK, alors se rappeler que la hernie discale, c'est un terme qui n'est pas adéquat, mais qu'on utilise quand même parce que la hernie, c'est le passage d'un organe, OK, à travers un orifice naturel. Dans la hernie discale, il n'y a pas d'orifice naturel, c'est la protrusion du noyau pulpeux, OK, qui va nous donner ça. Donc, on parle de hernie discale, c'est le terme qu'on a utilisé, mais qui n'est pas réel. Donc, qu'est-ce qui se passe? Notre fameux disque intervertébral, il a un anneau fibreux, ok, ça que vous a fait Jolet, ou bien, les grands lampons qui a dit ça en latin, annulus, annulus fibrosus, et puis vous avez le noyau, annulus fibrosus, vous avez le noyau pulpeux, le nucleosus pulposus. Bon. Donc, qu'est-ce qui va se passer lors de la hernie discale lors d'un mouvement, et le plus souvent, c'est le mouvement, c'est que lorsque la personne fait un effort en avant, la sollicitation du disque intervertébral ne va plus être égale, ça va être beaucoup plus sollicité d'un côté. Et lors du vieillissement, votre anneau fibreux, il va se fissurer et l'anneau pulpeux va sortir. OK, dans cette fissure. Maintenant, ça dépend de là où ça sort. Ça peut sortir au niveau d'une racine nerveuse. À ce moment-là, vous allez avoir une douleur de nerf d'un seul côté. Mais ça peut aller aussi en arrière et la personne aura des douleurs au niveau des deux membres inférieurs. Alors, suivant certaines littératures, c'est pas seulement la protrusion du noyau à travers la fissure et qui va embêter le nerf, ce noyau-là contient du liquide corrosif qui va s'attaquer au nerf et provoquer maintenant les fameuses névralgies. Alors, suivant la racine du nerf qui est atteint, on a des différents types de névralgie. Là, vous avez la sciatique qui est due à la compression de S1, celle qui est due à la compression de la cinquième lombale, et vous avez la cryalgie où ce sont les nerfs du le nerf fémoral qui est atteint. Pour la sciatalgie,
vous avez la fameuse manœuvre de la seigue. OK? Le lacet normal et le lacet inversé, où l'extension de la hanche, le genou étant, plutôt la flexion de la hanche, le genou étant une extension, va provoquer une douleur qu'on appelle le signe de la seigue, que l'on peut retrouver lorsque la patient est sur le ventre et qu'on fait maintenant la flexion du genou, la hanche étant en extension. Il ne faut pas confondre avec la douleur que vous avez au niveau des ischio-jambiers lorsque la personne ne fait pas de sport, OK, correct, et que vous faites le signe de la sec, à ce moment-là, la personne va avoir simplement une douleur au niveau de la face postérieure de la cuisse. Tandis que là, elle va avoir une douleur pour une douleur qui irradie vers le pied, ce qui n'est pas du tout la même chose avec cette douleur-là, qui c'est ischio-jambier que vous avez détiré, qui est dû à l'étirement des ischio-jambiers. Bon, le traitement, c'est la même chose que pour le genou. Vous avez le traitement de la douleur et le repos. Alors, le repos, ça peut être couché, bien qu'on ne préconise plus ça, couché sur un plan dur, c'est ce que je disais avant, ça ne se fait pas ça. Donc, on ne demande pas à la personne d'aller se coucher. D'abord, se coucher, ça ne va pas réellement empêcher la douleur, OK? Mais la personne va se focaliser à ce moment-là sur sa douleur. C'est mieux de nous permettre à la personne de continuer ses activités, OK, en donnant des médicaments comme par exemple les anti-inflammatoires. Donc, c'est le même traitement que le genou, avec aussi des relaxants musculaires. OK? Et on donne des antidépresseurs, bien qu'avec la prégabaline, les antidépresseurs ne sont pas réellement nécessaires, parce que à cette époque-là, cette slide date quand même d'une vingtaine d'années. OK? Lorsque la personne est focalisée sur sa douleur, la personne n'est plus aussi active qu'avant, donc très dépendante, elle devient dépendante et elle peut développer une dépression. C'est pour ça que le traitement est bien. Donc, naturellement, physiothérapie, kinésithérapie, je ne recommande pas. OK? Surtout si vous avez de la douleur. Parce que si ce mouvement-là est supposé être bon, si vous le faites mal, ça va augmenter la douleur. Vous avez le fameux support lombosacral. OK? Qu'on dit que son couteau filé de bord, si vous le mettez trop souvent, automatiquement, que vous le mettez trop souvent, je vais prendre le téléphone. OK? Si vous le mettez trop souvent, ça va affaiblir les muscles du dos. Donc, je réponds au téléphone et je vous reviens. Bon, je suis de retour, bien que comme son mari qui va enregistrer, on va regarder. Où est-ce que j'ai arrivé? Mhm. Oui, donc vous avez la ceinture qu'il faut mettre, et cette ceinture, comme je l'ai dit, son couteau filet de bord, et couteau filet de bord, ça, ok, c'est si vous mettez la ceinture trop longtemps, automatiquement, et ce qui va arriver, et ça va affaiblir les muscles et mon carré plus doux. Mais ça reste théorique. OK? Et on a aussi le fameux lombostat que on n'a pas en Haïti, qui serait la meilleure. Mais il y a des habitudes. Le plus souvent, c'est bien d'avoir, ce que je crois qu'on appelle ça une chaise ergonomique, comme ça, où vous avez justement ce coussin qui permet de rétablir la forme de la colonne lombaire et qui est supposée vous soulager. Donc voilà, quand faut-il porter la ceinture au summum des activités, mais quand il y a de fortes douleurs, mais ce n'est pas euh, recommandé pour lorsque vous avez ça et lorsque vous n'avez pas de douleur. Et puis j'ai une petite radiographie qui montre les ostéophytes que l'on a. Quelquefois, on peut avoir même une petite déviation de la colonne, OK, pour faire le diagnostic de lombarthrose avancée. Voilà, donc c'était tout. Est-ce que vous avez des questions?
Vraiment une question. Hein? Vous m'entendez? Oui, mais il faudrait que tu parles un petit peu plus fort. Ok, oui. Question moins, c'est pour... On t'a parlé de arthrose. Ou c'est traitement arthrose là, c'est antalgie avec et repos. Mais, gain Non, non, il y a médecin, deux parties pour l'arthrose. C'est le repos et les analgésiques. Vas-y. oui, mais gain médecin qui recommande pour faire sport, vraiment dans faire sport, tant qu'on fait squat, etc. Et semblerait-il que gain monde qui dit aux jeunes résultats, les al fait sport de douleur arthrose là. Est-ce que vous vérifiez, confirmez ça ou bien catégoriquement, c'est le repos et pas gain sport pour arthrose? Alors, le repos, c'est pas être couché. OK? C'est mettre l'articulation au repos. OK? Par exemple, pour le genou, le repos, c'est de marcher avec une canne. OK? Pour la lombarthrose et la cervicarthrose, le repos, c'est le collier cervical. Et pour la partie lombale, c'est la ceinture, le support lombal. OK? C'est ça le repos. J'ai bien dit que c'est pas aller se coucher. Maintenant, les exercices, OK? Ça va dépendre de quel type d'exercice que vous faites. Si Mounal fait squat alors qu'il a mal au dos, il va avoir tout simplement beaucoup plus mal au dos. OK? Donc, pour le traitement de l'arthrose, c'est pas l'exercice, puisque l'utilisation de l'articulation, ça fait beaucoup plus mal. Ça entraîne de la douleur. OK? Donc, maintenant, lorsque la personne fait du sport, il y a aussi le plaisir qu'elle peut prendre en faisant du sport. Par exemple, pour l'arthrose, le meilleur sport, c'est la natation. Dans la diminution de la douleur qu'elle peut avoir, c'est dans le plaisir qu'elle prend à faire du sport. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais, et pour douleur au genou, hein, donc est-ce que vous pensez sport a aidé à améliorer ça vraiment? Ben non, jamais. L'arthrose, le problème qu'il y a pour les douleurs pour l'arthrose, c'est que il faut quand même faire des petits exercices parce que les exercices, ils sont bons pour la circulation du liquide synovial et donc une meilleure oxygénation, nutrition du cartilage. Tu vois? Donc c'est le patient lui-même qui va déterminer le minimum d'exercices qu'il doit faire. Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, docteur, une deuxième question. Est-ce les nos jeunes autos là, Parle plus la caille fort. jeune? Les ou jeunes autos là, la caille jeune yo, parce que vous dites autos là, lié à Je n'ai l'âge. pas entendu. Donc, Parle plus fort. le nou jeunes autos là, la caille jeune yo, parce que récemment, moi, j'ai un jeune, moi, connais, jeune vingtaine, et les diagnostiqué de autos. Je n'ai jamais vu d'arthrose chez les jeunes. Les seuls jeunes qui pourraient faire l'arthrose, ce sont ceux qui ont eu une complication d'une fracture, ok? Ou bien des personnes qui ont une collagénose. Mais le plus souvent, les gens donnent le diagnostic d'arthrose sans aucune preuve. Le jeune que tu as dit qu'il a une arthrose, est-ce qu'il a les signes radiologiques? Oui, c'est après que tu fais un examen radiologique et le médecin dit que il fait arthrose. Eh bien, on voit les radiographies, on verra si c'est ça réellement. Pardon? Fais-moi voir les radios pour voir s'il a vraiment une arthrose. Parce que c'est très Ah, rare ok, chez les d'accord. jeunes. D'accord, on va laisser demander. C'est bien. Ouais. OK? Il y a d'autres questions? Oui, docteur. Et puisque Oui. vous avez parlé vous avez dit que normalement l'arthrose, c'est comme une dégénérescence des cartilages. Donc, C'est pas comme, avec, c'est une dégénérescence. oui. Donc, est-ce que ce traitement-là, surtout chez les personnes âgées, ce sera un traitement à vie comme pour l'hypertension artérielle? Pour la douleur essentiellement.
À l'étranger, on traite l'arthrose par une prothèse. On change entièrement l'articulation et la personne n'a plus de douleur. Bon, en théorie. D'accord, merci. Y a-t-il d'autres questions? OK. Au revoir et à samedi prochain.